forum du journal Moudjahid. Contente de vous retrouver encore une fois. Donc, nous avons plaisir ce matin de recevoir M. Bilal Hachesha, directeur de l'Agence nationale d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Nous allons donc traiter de la question de l'accompagnement, des entraves, des mécanismes. Nous allons donner la parole à M. Hachesha pour une petite intervention et nous entamerons les débats juste après. M. Hachesha, je vous cède la parole. Merci madame, merci pour l'invitation. Je suis très honoré de me retrouver parmi vous. Je vais commencer d'abord par me poser un certain nombre de questions pour laisser par la suite la place aux journalistes pour poser leurs questions. Je vais commencer mon intervention en disant que par une question, quelle est l'importance de la micro-entreprise ou bien des petites entreprises en Algérie. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une problématique qui concerne en Algérie plus de 1,3 million de PME. Quand on dit PME, c'est la très petite, la petite et la moyenne entreprise. Donc, dans 97% sont des très petites entreprises, donc sont des entreprises qui ont moins de 9 employés. Donc, cette structure donc, de toute l'économie, elle est semblable. Par exemple, en Europe, on trouve que la PME représente 99,8%. Donc, 93% également sont des micro-entreprises. Ces micro-entreprises permettent aujourd'hui de générer 35% du PIB hors hydrocarbures, de créer 60% de l'emploi créé par le secteur privé. Et en Algérie, nous avons quand même une statistique très importante sur les 5 dernières années, entre 2020 et 2025, qui a été donnée dernièrement par le ministère de l'Emploi. Donc, 87% de l'emploi créé en Algérie entre 2020 et 2025, ça a été créé par le secteur privé. Ça démontre encore une fois que l'entreprise ou la micro-entreprise en Algérie, quand même, aujourd'hui, elle est, disons, le premier acteur, le premier agent économique qui crée de l'emploi en dehors du secteur public, bien évidemment. Donc, nous avons comme norme mondiale 45 entreprises pour 1000 habitants. En Algérie, nous sommes aujourd'hui à 29. Donc, il y a quand même une marge de progression assez importante que nous devons faire. Donc, dans d'autres pays, ce chiffre peut atteindre les 66 comme en Italie, ou bien 95 comme le Portugal, ou bien 61 micro-entreprises pour 1000 habitants, comme c'est le cas de l'Espagne. Donc, ça démontre une chose que la micro-entreprise aujourd'hui, pour moi, c'est la cellule de base de toute économie. C'est vraiment la cellule de base. Parce qu'elle permet, c'est à travers la micro-entreprise qu'on peut atteindre les 4 objectifs ou bien macro de chaque économie qui sont à la fois la croissance, la croissance diversifiée, l'équilibre de la balance de paiement, la création de l'emploi et la maîtrise de l'inflation. Ça passe par un nombre de micro-entreprises créées suffisant. Donc la question, aujourd'hui, la micro-entreprise peut être considérée comme, doit être située au cœur de toute politique économique et au centre d'intérêt de toute décision économique. C'est la philosophie même du Small Business Act qu'on trouve un peu partout, qui, dans le premier principe, c'est Think Small First. Donc la vraie question, c'est pas de dire est-ce que la micro-entreprise est importante. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer une économie, est-ce qu'il existe une économie sans micro-entreprise? C'est ça la vraie question, je pense, qui doit être posée. Donc, en Algérie, la micro-entreprise a été toujours d'une importance cruciale à travers donc, un modèle qui a été déployé depuis quand même 1997, où nous avons créé à la fois l'Excensel, c'est l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, qui a été créée en 1997. Après, il y avait l'ONGEM également qui a été créé en 2005. Et disons que depuis 2020, quand même, le paysage a été plus ou moins institutionnel, a été renforcé à travers notamment la création de l'Algerian Startup Fund. Donc on a donné beaucoup d'importance parce que c'était le moment. Donc on a créé l'écosystème des startups. Il y avait également l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur qui est venue un petit peu renforcer l'inclusion économique des agents économiques. Aujourd'hui, on peut créer
une entreprise, même si on n'a pas un siège ou bien un local. Donc, à côté de l'ANAD, l'ANGEM, l'écosystème des startups qui comprend à la fois l'ACF et Aventure, et l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur, nous avons également un autre agent qui intervient dans le schéma de gouvernance des entreprises en général, de la PME, qui est la DPME. La DPME, c'est l'Agence de développement de la PME et de la promotion de l'innovation qui est aujourd'hui sous tutelle du ministère de l'Industrie. Donc disons que la PME aujourd'hui, elle est gérée, la PME au sens large, donc très petite et moyenne entreprise, mais également l'auto-entrepreneur et les startups. Donc la gestion, elle est scindée entre le ministère de l'économie et de la connaissance des startups et des micro-entreprises et le ministère de l'Industrie qui intervient également à travers l'agence, la DPME. Donc le modèle qui a été mis en place en Algérie, donc, il comporte toutes les fonctions qu'on trouve ailleurs. Donc on trouve l'accompagnement, on trouve un financement avec beaucoup d'avantages, donc avec des financements quand même à des taux d'intérêt totalement bonifiés. On trouve de la formation, on trouve un schéma de garantie qui garantit les crédits accordés aux entreprises. Donc on trouve tous les avantages qu'on trouve partout dans le monde. Donc il faut savoir que partout dans le monde, on donne beaucoup d'importance au développement de la PME. Ce qui est par exemple un peu étonnant, c'est qu'aux États-Unis par exemple, la PME, ils ont tous les avantages, y compris l'accès à la commande publique. Aux États-Unis, aujourd'hui, 23% de la commande publique, elle est réservée aux PME. Et pourtant, c'est une économie de marché, c'est une économie de marché par excellence. Et pourtant, on donne beaucoup d'avantages à la PME, y compris en matière de sous-traitance, où 30% des marchés réalisés donc au profit du gouvernement sont également sous-traités auprès des micro-entreprises. Les marchés publics doivent être allotés pour consacrer une partie aux micro-entreprises. Donc pour dire que cette problématique de micro-entreprise, elle a de l'importance, y compris dans les économies de marché les plus libérales. Donc maintenant, revenons à la problématique centrale qui est le rôle de l'ANAD, ou bien de NESDA. NESDA, c'est la dénomination en anglais de l'ANAD. L'ANAD, c'est l'Agence nationale d'appui au développement de l'entrepreneuriat. Et en anglais, c'est National Entrepreneurship Support and Development Agency. Donc, NESDA, il faut savoir que NESDA, c'est la transformation de l'ANSEJ. Donc, avant de vous parler de NESDA, je préfère quand même donner quelques chiffres concernant le bilan de l'ANSEJ, qui, rappelons-le, a été créé en 1998. Donc, l'ANSEJ a permis quand même de financer sur 28 ans 415 000 projets, avec un montant de 1300 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 15 à 16 milliards de dollars. Donc, qui ont été injectés pour créer un nombre suffisant de micro-entreprises. Mais disons qu'il y avait quand même une expérience qui avait beaucoup d'insuffisances parce qu'on avait enregistré un taux de défaut très important, donc relativement important, pour plusieurs raisons. Disons que la première raison, c'est que l'approche a été purement administrative, donc sur dossier complet, on peut quand même avoir un financement. Donc il y avait des facilités très énormes en matière d'accès au financement, mais le cadre général n'était pas suffisamment bien établi pour créer des entreprises résilientes. C'est ça peut-être la principale critique qu'on peut faire. Donc ça s'est traduit in fine par un taux de défaut élevé. À l'ANAD, je peux donner des statistiques par la suite, mais disons qu'un taux de défaut à l'ANAD qui dépasse quand même les 70%, et on trouve le même taux chez les banques. Donc nous avons essayé quand même de corriger un petit peu, de créer un nouveau modèle économique à travers la NESDA, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles missions et de nouvelles approches également. Donc, NESDA, pour nous, c'est pas l'ANSEJ, au sens où l'objectif promis, c'est pas de créer des emplois. L'ANSEJ, c'était, comme son nom l'indique, Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. Donc, pour l'objectif essentiel, c'est de créer des emplois, et peut-être que la qualité de projet passe comme seconde priorité. Donc pour nous, non. Pour NESDA, la vision, c'est de faire de NESDA un moteur de transformation économique, dans le sens où notre mission, c'est de créer des micro-entreprises résilientes, capables de créer de la valeur et qui sont connectées aux chaînes de valeur, notamment nationales. Donc c'est ça la mission essentielle de NESDA. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de changer uniquement de nom, mais de chercher un positionnement stratégique dans le paysage institutionnel dans notre pays, qui comprend, je le rappelle,
le régime de l'entrepreneur, qui pour moi, son objectif premier, c'est de faire de l'inclusion économique. L'ONGEM, qui a pour objectif justement de lutter contre la pauvreté et de créer quand même de l'activité économique. NESDA, elle est là justement pour jouer le rôle de transformation économique, donc créer des micro-entreprises qui s'inscrivent dans des chaînes de valeur à travers la sous-traitance, à travers d'autres programmes comme Tautin, dont nous pouvons parler par la suite. Donc notre mission, elle est claire, c'est de créer des micro-entreprises viables, connectées. C'est ça l'objectif. Donc pour réaliser cet objectif, nous avons déployé une stratégie axée sur 3 axes. La première des choses, c'est renforcer les capacités de porteurs de projets, parce que nous considérons que c'était ça la problématique essentielle. Avant, on finançait des porteurs de projets qui n'étaient pas vraiment suffisamment qualifiés. Sur ce point, je vous donne juste une statistique, c'est que dans le bilan de l'ANSEJ, on avait 11% de la population universitaire, dans le portefeuille des 415 000 projets dont je vous ai parlé. Nous avions 31% qui sont diplômés de la formation professionnelle, mais nous avons quand même 52% des bénéficiaires qui n'avaient pas de diplôme ou de formation. Combien? 50%? 52%. Et c'était peut-être la raison essentielle qui a fait qu'il y a une bonne partie des projets qui n'ont pas réussi. Donc pour nous, nous avons axé la réforme sur le renforcement des capacités des entrepreneurs à travers la création des centres de développement de l'entrepreneuriat que nous avons créé en partenariat avec tous les ministères concernés, en l'occurrence le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où nous avons créé 117 CDE, centres de développement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, toutes les universités, toutes les écoles rattachées à ce ministère sont dotées d'un centre de développement de l'entrepreneuriat. Nous avons également créé des centres de développement de l'entrepreneuriat au sein des instituts de la formation professionnelle, qui sont au nombre aujourd'hui de 190, et dont la mission essentielle, c'est de former ou bien de qualifier, sur le plan entrepreneurial plus ou moins, les jeunes porteurs de projets aux différentes connaissances qui sont nécessaires, à savoir comment créer une micro-entreprise, comment élaborer un business plan, comment évaluer un projet, qui sont des connaissances de base essentielles. Ça permet également de mieux connaître les porteurs de projets, parce qu'à travers une formation de 21 jours qui est inspirée des normes du Bureau international du travail, donc ça nous permet quand même de connaître aussi bien les aptitudes que les habilités de ces porteurs de projets que nous allons financer par la suite. Deuxième axe, c'était le renforcement de l'agence, de l'ANAT, ou bien des capacités de l'ANAT. L'Agence nationale d'appui au développement de l'entrepreneuriat, nous avons donc réorganisé cette agence de manière à assurer une organisation équilibrée entre la mission d'accompagnement et la mission d'évaluation de projets. Donc aujourd'hui, l'agence est suffisamment dotée en moyens pour pouvoir évaluer les projets à travers tout le territoire national. Donc nous avons créé des services spécialisés dans l'évaluation de projets et dans la gestion des risques. Donc parlons de la gestion des risques. Donc aujourd'hui, à l'ANAT, préalablement au financement de chaque projet, nous faisons donc due diligence en matière de gestion des risques. Donc quant à la gestion des risques, tout l'ensemble des risques inhérents au projet, y compris les risques liés aux fournisseurs, parce que dans l'ancien modèle de l'ANSEJ, il y avait quand même quelques schémas de fraude qui se sont constitués autour du dispositif. Et donc, nous avons mis en place un procédure de gestion des risques qui prend en charge l'ensemble des risques, y compris les risques opérationnels, notamment le risque de la fraude. Et troisième point par rapport au deuxième axe, c'est la digitalisation des services. Nous avons déployé pas mal de plateformes qui permettent donc aux porteurs de projets aujourd'hui, à travers un compte ouvert sur la plateforme Buy Project, de suivre l'évolution de sa demande de financement. Troisième axe qui est pour moi très important, donc le premier c'est le renforcement des capacités de porteurs de projet, deuxième c'est le renforcement des capacités de l'agence, troisième axe c'est la promotion ou bien participer à la promotion de l'écosystème entrepreneurial en Algérie. Parce qu'une micro-entreprise réussie, ça suppose un écosystème favorable. Et pour ça, donc l'agence ne sont pas seuls, parce que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Donc nous essayons, autant que possible, de participer à la promotion de ce système, donc à travers notamment le traitement des problématiques centrales, qui est la première problématique, c'est la problématique du foncier industriel. Donc nous avons également reçu avec beaucoup de joie donc l'article 163 de la loi des finances,
qui consacre donc relative à la création des micro-zones d'activité qui sont donc dont vont bénéficier les jeunes porteurs de projets. Nous avons également la problématique de la simplification des procédures. Pour la partie relative à NESDA, nous avons essayé de simplifier autant que possible donc, cette partie, notamment avec la plateforme MyProject. Mais il faut dire que la création d'une micro-entreprise en Algérie, ça passe par plusieurs acteurs et qui sont rattachés à plusieurs ministères. Et donc la simplification des procédures nécessite une coordination institutionnelle importante pour permettre à une micro-entreprise d'être créée le plus tôt possible. Il faut savoir que dans certains pays comme l'Estonie, on parle d'une micro-entreprise créée en 15 minutes. Donc je pense qu'une croissance ou bien une dynamique économique, ça se mesure en 2 points. D'abord le nombre de micro-entreprises créées par année et puis la vitesse de création de chaque micro-entreprise qui est un critère vraiment très important. Nous avons également, donc nous avons dans le cadre de cet axe de la promotion de l'écosystème, nous avons créé justement, nous avons essayé de connecter le monde de la formation au monde de l'entrepreneuriat avec les CDE comme je vous ai dit. Et nous avons également déployé des programmes dernièrement qui sont le programme de sous-traitance avec la plateforme Small Business Hub qui essaie de connecter les micro-entreprises aux grands groupes industriels, mais également un programme Tautain dont l'objectif est de créer des micro-entreprises pour fabriquer des produits actuellement importés. Nous avons également d'autres problématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est la révision du seuil de financement. Il faut savoir que le seuil de financement fixé à 10 millions de dinars en matière de création et 10 en matière d'extension, donc le tout ça fait 20 millions de dinars. Donc ça a été fixé quand même en 2003 et je pense 23 ans après, il est temps de réviser ce seuil en tenant compte de plusieurs paramètres, de plusieurs variables, notamment des variables économiques comme l'inflation, comme la variation de taux de change et autres paramètres. Dernier point sur lequel nous travaillons pour la promotion de l'écosystème, c'est de réviser un petit peu le schéma de gouvernance du dispositif. Actuellement, la problématique que nous avons, c'est que nous avons 3 fonctions, comme je vous ai dit, qui sont vraiment importantes pour la promotion des micro-entreprises, qui sont l'accompagnement, la formation, le financement et la garantie. Donc ces 3 piliers, on les trouve un peu partout. Donc, accès au financement avec des taux bonifiés, un système de garantie qui garantit les crédits accordés et un accompagnement préalable et post-création qui permet la résilience des micro-entreprises. Les avantages que nous accordons actuellement, il faut dire que il faut être certain qu'on est très, très, très en avance, relativement, on donne des avantages très privilégiés. Il n'y a aucun pays au monde qui donne des micro-entreprises, des crédits aux micro-entreprises totalement bonifiés. Ça n'existe pas. On peut trouver des taux bonifiés de 2-3%. On peut trouver d'autres exemples, d'autres types de privilèges, mais des taux de financement complètement bonifiés, ça veut dire finalement c'est 0%, ça n'existe pas. Un délai de remboursement de 12 ans, c'est un avantage énorme. Des avantages fiscaux, on peut en trouver ailleurs. Mais disons que les avantages en matière de financement, c'est des avantages uniques dans notre pays. Vous pouvez donc vous pouvez chercher les autres modèles, dans tous les autres modèles, et vous allez voir que les avantages qu'on donne sont vraiment uniques. Donc, juste pour donner un exemple, l'exemple généralement repris, c'est l'exemple de la Bangladesh en matière de promotion des micro-entreprises, etc. Et bien dans ce pays, en matière de financement, les taux d'intérêt appliqués, c'est entre 20 et 25%. Parce qu'on considère la micro-entreprise comme un sujet à risque, donc les taux sont généralement importants. Mais bon, dans d'autres pays, il y a des pays qui donnent quand même des taux bonifiés à 2-3%, mais à 0%, ça n'existe pas. Donc, vraiment, c'est un point à signaler. Maintenant, la problématique qui se pose actuellement, c'est que l'ANAD, elle intervient dans la phase d'accompagnement, elle intervient également dans le financement à travers un PNR, bien un prix non rémunéré, donc à l'équivalent de 25%, mais elle intervient également en schéma de garantie parce que c'est l'ANAD qui gère le fonds de garantie aujourd'hui. Pour nous, nous essayons de réviser ce schéma pour dire que l'ANAD se concentre ses efforts sur la partie accompagnement qui est son métier de base. Le financement, c'est les banques. Ça doit être remis aux banques parce que ce sont ces institutions qui maîtrisent ce métier. Et ça permet également à la micro-entreprise d'avoir accès aux différents types de financement, parce qu'actuellement, on finance uniquement l'investissement, ce qui n'est pas suffisant quand même. Un fonds de roulement de 10% du montant de l'investissement, ce n'est pas suffisant, c'est parmi les limites du dispositif actuel. Donc pour nous, le financement doit être accordé
aux banques. Et bien, le schéma de garantie, je pense qu'il est temps également de faire appel aux spécialistes du métier qui sont les compagnies d'assurance pour les faire entrer dans le capital de ce fonds. C'est un sujet sur lequel nous travaillons et disons qu'il avance suffisamment bien. Donc maintenant, dernier point dont je voudrais parler, c'est quels sont les défis auxquels nous faisons face. Eh bien, le premier défi, moi je pense qu'aujourd'hui, la NAD, avec le soutien des autres institutions, l'objectif premier étant de simplifier au maximum les procédures et dématérialiser la création des micro-entreprises. On a besoin de créer de façon suffisamment efficace des micro-entreprises en un temps général, plus ou moins acceptable. Là, je pense que la première des choses, c'est la simplification. Et je pense que la digitalisation peut être un moyen très efficace en matière de simplification des procédures. La deuxième problématique, bien, le deuxième souci, défi, c'est la problématique du foncier industriel. Là où nous partons dans du wilaya, généralement les micro-entreprises, notamment celles qui réussissent, elles ont cette problématique de foncier industriel. Et je pense qu'à travers la dernière loi de finances, ça répond en partie à cette problématique, évidemment. Mais je pense que nous avons besoin que le dispositif d'attribution ou bien de gestion de ces micro-zones soit piloté efficacement de manière à créer, comme d'autres pays l'ont fait, comme le Vietnam ou l'Italie, ce qu'on appelle les parcs industriels. Les parcs industriels, ça veut dire c'est une spécialisation territoriale qui permet de connecter justement les micro-entreprises aux chaînes de valeur nationales, voire internationales. Il faut savoir, par exemple, qu'au Vietnam, aujourd'hui, les micro-entreprises se trouvant là-bas fabriquent 50% de l'ensemble des téléphones produits par Samsung. Samsung qui est un opérateur coréen. Donc, il fabrique 50% de ces téléphones au Vietnam grâce à un tissu de micro-entreprises créées dans ces parcs industriels. Donc, c'est une façon de connecter une micro-entreprise à une chaîne de valeur internationale, pas uniquement nationale. Moi, je pense que la gestion de ces micro-zones doit être, on espère que ça soit fait avec cette perspective. Donc, le troisième défi, pour moi, qui est vraiment important. Aujourd'hui, peut-être que nous avons besoin de réviser un petit peu le schéma de gestion, le schéma de gouvernance de la micro-entreprise, ou bien de la PME en général, notamment à travers un Small Business Act, comme c'est le cas comme le Small Business Act des États-Unis qui a été créé quand même, qui a été mis en place en 1953, ou bien en Europe qui a été fait quand même en 2008-2009. Le Small Business Act, c'est pour regrouper donc l'ensemble, donc tous les textes juridiques qui encadrent l'activité de la micro-entreprise, qui s'inspire, qui a principalement pour objectif d'inculquer cette philosophie de penser d'abord aux micro-entreprises pour n'importe quel texte réglementaire. Donc, think small first. Je pense que c'est une philosophie qui doit caractériser l'ensemble de notre réglementation. Également, la deuxième des choses, c'est l'accès à la commande publique. C'est vrai que nous avons aujourd'hui, depuis quand même 2012, le Code des marchés publics prévoit de consacrer 20% de la commande publique aux micro-entreprises, mais les textes d'application font aujourd'hui défaut. Et je pense qu'il est temps de mettre en place des mécanismes. Et pour cela, NESDA, quand elle a pensé à mettre en place cette nouvelle plateforme qui est déjà en ligne, Small Business Hub, l'objectif, c'est justement de connecter ou bien de rendre disponible l'information économique de manière à faciliter aux micro-entreprises d'accéder à la commande publique en trouvant de l'information économique publiée, notamment les appels d'offres, les consultations, etc. Donc, c'est un des moyens, un des objectifs que nous avons considéré lors de la mise en place de cette plateforme. Également, dans ce Small Business Hub, dans ce Small Business Act, on peut imaginer que d'inculquer certaines règles, notamment par rapport au délai de paiement. Aujourd'hui, les micro-entreprises qui travaillent avec des opérateurs économiques font face quand même à des délais en matière de délai de paiement, sachant que la contrainte de la trésorerie, elle est fatale pour les micro-entreprises. La micro-entreprise, ce n'est pas une entité réduite d'une grande entreprise. Ce n'est pas le cas, c'est une entité à part qui a ses particularités, ses spécificités. Et donc, un retard de paiement, c'est fatal pour les micro-entreprises. C'est le défaut de paiement carrément. Donc, dans beaucoup de pays, ils imposent un délai de paiement maximum de 30 jours quand il s'agit d'un marché ou bien d'une consultation conclue avec une micro-entreprise. Et dernier point, dans le Small Business Act,
dont on aimerait bien voir bientôt, c'est justement la réduction du coût de l'échec. Et il y a un proverbe qui dit que punir l'échec, c'est le meilleur moyen pour que les gens n'osent plus de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une des insuffisances de l'ancien modèle de l'enseigne, parce qu'on a imaginé un petit peu le schéma de ceux qui réussissent, mais ceux qui échouent, peut-être qu'on n'a pas bien encadré ce deuxième chemin. Il faut savoir qu'en matière de micro-entreprise, la probabilité de réussite, elle est entre 40 et 60% dans tous les pays du monde, y compris les pays les plus développés. Donc l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de normal. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de normal. Et à condition qu'il soit bien sûr bien géré. Donc le taux de réussite, il est de l'ordre de 51 à 52% en moyenne, et ça se situe entre 40 et 60%. Donc pour nous, nous avons comme objectif d'atteindre quand même ce taux de 60% de durabilité, de résilience, donc des entreprises qui vivent plus de 5 ans. Nous avons fixé comme objectif en 2028 d'atteindre cet objectif, mais il faut également que, comme je vous ai dit, que le coût de l'échec en entrepreneuriat soit bien encadré de manière à ne pas ruiner les personnes qui échouent. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous laisse le soin de poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci, M. Achecha. Pour donner un peu plus d'éclairage aux actions de la NESDA sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir un bilan sur le nombre d'entreprises, de micro-entreprises qui ont été créées depuis la relance de NESDA, sur les secteurs porteurs et sur la réussite? Quels sont les projets qui ont réussi le plus? Merci. Il faut savoir que le projet de la réforme de l'ONCH, bien NESDA, ça a été fait en fin 2024 essentiellement, et disons que le redémarrage de NESDA a été fait réellement en 2025. Donc en 2025, nous avons donc nous avons formé déjà 30 000 jeunes porteurs de projets dans les CDE, et donc, à travers des formations TRE. Donc la formation TRE, c'est une formation qui permet aux porteurs de projets de trouver une idée qu'ils vont par la suite transformer en projet lors d'une formation au niveau de CDE. Et nous avons donc accepté 3500 projets de création et d'extension dans le cadre du dispositif NESDA sur l'exercice 2025. 3500 projets acceptés par NESDA, oui. Et 30 000 porteurs de projets formés pour 2025. Donc il y a eu 3500 micro-entreprises qui ont été créées? Acceptées, oui, qui sont créées, oui. Voilà. Bien. Maintenant, quels sont les secteurs porteurs, M. Achecha? Les secteurs porteurs, nous avons déjà 27% de l'industrie. Nous avons, dans les services, nous sommes à 35%. Et nous avons également 15% agriculture. Voilà. C'est les taux que nous avons. Pour nous, nous essayons de prioriser les projets qui sont, bien sûr, on a une stratégie avec les priorités du pouvoir public, notamment l'industrie et l'agriculture, qui sont des priorités. Est-ce que c'est la NESDA qui choisit les secteurs que les entreprises que les jeunes vont créer? Est-ce que vous acceptez obligatoirement les projets apportés par les jeunes? Est-ce que vous réorientez les jeunes vers des secteurs qui portent? Oui, actuellement, avec la création de 3500, nous sommes en sous-capacité. Donc, nous n'avons pas encore ce privilège de dire qu'on priorise un projet sur un autre. Mais disons que NESDA a la capacité de créer 10 000 projets. Si demain, nous aurons 30 000 demandes acceptées, donc des projets que nous considérons viables, bien sûr que dans les 10 000, on va prioriser les projets qui sont directement la déclinaison des priorités nationales, qui sont l'industrie, l'agriculture et les autres secteurs. Vous avez l'ambition de créer 10 000 projets par an. Par an. Et la NESDA a été relancée depuis une année, et vous n'avez réussi à créer que 3 500 entreprises. C'est une année de démarrage. C'est une année de démarrage, bien sûr. C'est une année de démarrage, donc nous avons beaucoup travaillé sur la formation de nos équipes. Il faut savoir qu'au NESDA, c'est une agence nationale, donc nous nous retrouvons dans toutes les wilayas, absolument toutes les wilayas. Donc il fallait former les équipes internes, il fallait changer de mindset, parce que passer d'une approche administrative après 28 ans à une approche économique, ça demande du temps. Donc c'est une année de démarrage, disons que même pour nous, donc les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons fixé 4 000 micro-entreprises, nous avons atteint 3 500. Disons que
pour l'année de démarrage, nous sommes plus ou moins satisfaits. D'accord. Donc j'ouvre le micro à mes collègues journalistes. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui. Micro. Honorable. معليش. يوم الخميس الفارط كان وزير اقتصاد المعرفة السيد نور الدين واضح أعلن أنه الوكالة الوطنية للتطوير المقاولاتية تعتزم إطلاق مركز على الإنترنت. هل يمكن تعطينا أكثر وضوح حول هذا المركز؟ بطبيعة الحال تحيا السيدي اون لين حاب بالعربية ولا بالفرنسية كما تحب comme vous voulez. دونك كما قلت لك مركز التطوير المقاولاتيه احنا الهدف تاعنا هو عندهم هدفين رئيسيين. باش نجيك الهدف الاول هو هدف قصير المدى انه بعد ما الحامل المشروع يتابع التكوين تاعو على مستوى التطوير المقاولاتيه يخلق المؤسسه المصغره تاعو. هذا الهدف المثالي بالنسبه لنا. ولكن الهدف كاين هدف خفي نوعا ما اللي هو نشر الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي ولا عند الشباب في خريجي التكوين المهني على سبيل المثال. دوك الشاب حنا نعتبروا انه الشاب لما يمر بالتكوين تاع مركز التطوير المقاولاتيه يقدر يجيني بعد عام، يقدر يجيني بعد 10 سنين، يقدر يجيني بعد 15 سنه بعد ما يمر بتجارب يعني مهنيه اخرى. الفكر زرع الفكر المقاولاتي هو اهداف الرئيسيه. الاشكاليه اللي واجهناها انه بعض الناس اللي راهم حاليا مهنيين اللي عندهم يعني سورت دي ميدسا ولا دي جون اللي راهم يخدموا والله ما من الجاليه اللي في الخارج يقول لك انا ما عنديش الوقت باش ندير تكوين حضوري في مركز التطوير المقاولاتيه. على هذا الاساس احنا في الاسبوعين المقبلين ان شاء الله سنطلق مركز التطوير المقاولاتيه عن بعد. كنا عملنا هذا الشيء مع فيما يخص مركز عندنا التطوير المقاولاتيه عن بعد، ولكن فيما يخص التوسعه برك، لانه الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه تتدخل في مرحلتين، مرحله الانشاء ومرحله التوسعه. في مرحله الانشاء اليوم التكوين اللي كان عندنا هو التكوين حضوري اجباري. مرحله التوسعه كنا سمحنا للناس اللي انهم يتابعوا التكوين عن بعد. دوك واش راح نديروا عبر مركز التطوير المقاولاتيه عن بعد. الهدف تاعنا انه نفتحوا للناس هذو اللي ما عندهمش الوقت باش يجي للجامعه ولا اللي راهو في الخارج باش يخلق مؤسسه هنايا، انه يقدر يتابع التكوين تاعو عن بعد. سيتم اطلاقه ان شاء الله في غضون 15 يوم باذن الله ان شاء الله. C'est une plateforme de formation à distance des jeunes porteurs de projets. Absolument, oui. Qui va être lancée la semaine prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez parmi les défis que vous avez cités tout à l'heure, revoir le plafond de financement. Oui. Comment ça va se faire et quand est-ce que ça va se faire réellement? D'accord. Il faut savoir que les seuils de financement actuellement qui sont fixés à 10 millions de dinars, ça a été fixé en 2003 moyennant un décret. Donc pour changer, déjà un décret présidentiel et un décret exécutif. Donc pour changer les seuils, il faut donc, bien évidemment changer les décrets et consulter également les partenaires taouana, les partenaires qui sont les banques. Parce qu'actuellement, nous finançons, mais nous participons dans le financement, mais le partenaire essentiel qui finance, c'est les banques. Les banques qui participent à 70% en matière de financement triangulaire. Donc pour nous, nous avons fait cette proposition au ministère de tutelle et il y a un travail qui est en train de se faire. Maintenant, on attend juste les autorisations. Je pense, je ne pourrais pas vous dire la date exactement, mais le projet de décret a été remis à la tutelle, ça a été discuté avec les parties prenantes concernées. Et dès qu'on aura donc l'accord, on passera, Inch'Allah, vous aurez... Vous passerez à quel seuil après? Nous avons proposé à 10 000 maintenant. Nous avons proposé à passer à 20 millions de dinars et exceptionnellement, on peut passer à 30 millions de dinars quand il s'agit de sociétés créées avec 3 associés et dans la région du Sud, pour les projets d'agriculture, etc. Donc pour nous, ce ne sera pas un plafond fixé, mais voilà, c'est une matrice de plafond. Donc quand vous créez par exemple les micro-entreprises, si vous êtes seul, c'est 15 millions de dinars maximum. Quand vous êtes 2, c'est 20 millions. Quand vous êtes 3, vous pouvez aller à 3 millions de dinars. Ça ne va pas être un financement unique à tous les projets. Ah oui, ce n'est pas unique à tous les projets. Ça dépend de la forme juridique, nombre d'associés et du projet que vous allez réaliser, la nature du projet que vous allez réaliser. Voilà. Très bien. Des questions? On a parlé... Oui, allez-y. C'est à moi. Bonjour. Oui. Chérif Ali, donc freelance. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je me réjouis de votre tour. Merci bien. Le directeur général d'Al Moudjahid d'avoir tenu sa promesse. Merci. Moi qui l'ai à chaque fois, je l'ai presque harcelé, quand est-ce que le forum va reprendre? Alhamdoulilah, il a repris.
Donc ma question va porter sur l'entrepreneuriat féminin. Je ne sais pas s'il en a été question parce que moi j'ai pris le train en marche, excusez-moi. Non, on n'a pas Donc parlé. j'ai écrit ma question, je vais vous la lire. Donc il souffre déjà, cet entrepreneuriat féminin souffre d'une certaine invisibilité. Du fait que bon, l'accès au crédit bancaire leur reste un petit peu difficile parce que généralement ces femmes-là ne présentent pas beaucoup de garanties aux yeux des banquiers. Il y a aussi des contraintes socioculturelles. Il y a la persistance des traditions un petit peu familiales et des traditions de genre qui fait que bon, la femme, chef d'entreprise, qui fait, c'est pas la peine de développer. Et la troisième point qui justement ralentit un petit peu l'essor de l'entrepreneuriat, c'est une part importante des activités féminines se déroule dans les domiciles. Ce qui fait qu'elles souffrent d'une invisibilité totale et les banques, et les banques donc sont réticentes à leur accorder un crédit. Donc quel serait votre commentaire à ce sujet? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question très intéressante, très importante à la fois. Donc il faut savoir que dans le portefeuille de l'ONCEJ, les femmes ne représentaient que 17%. Et disons qu'il y a une partie quand même qui était du prête-nom. Ça veut dire qu'on crée un registre de commerce, mais bon, dernière, ce n'est pas vraiment elle qui gère, etc. Mais à travers la bonne nouvelle avec la NASDA, c'est qu'à travers la création des centres de développement de l'entrepreneuriat, notamment dans le milieu universitaire, nous avons constaté sur les 3500 projets qui ont été acceptés, il y a 31% des projets qui sont donc portés par des femmes. Donc cette proximité, je pense, de l'agence, bien cette extension de l'agence qui a été créée au sein des universités et des instituts de la formation professionnelle, ça a permis donc d'avoir quand même beaucoup de femmes qui suivent actuellement la formation, qui viennent par la suite créer des entreprises. Nous sommes à 31%, je pense que c'est un taux acceptable, mais qui mérite d'être encouragé, bien sûr, bien davantage. Donc, excusez-moi, monsieur, 17% au niveau de l'ONCEJ et 31% au niveau de la NASDA. Oui, très bien. Exact, oui. Nous sommes à 31% actuellement, parce que ces centres de développement de l'entrepreneuriat, ça a permis de rapprocher NASDA des porteurs de projets. Je pense que c'était un des objectifs, et quand même, les chiffres sont là pour dire, mais quand même, l'idée, elle était bien. Par rapport à l'accès au financement, moi je pense que ce n'est pas une question de femmes également, de femmes essentiellement, parce que toutes les micro-entreprises, toutes les entreprises nouvellement créées, ont généralement cette difficulté d'accéder au financement. C'est pour ça qu'on a créé ce dispositif. C'est quelque part pour faciliter l'accès au financement, parce que derrière le dispositif, il y a un fonds de garantie qui garantit les chèques économiques. Donc c'est ça la réponse que j'ai. Moi je pense qu'à travers NASDA, à travers les CDE, quand même, on arrive à rapprocher le dispositif des femmes et de les encourager à créer des entreprises. Bien, merci. Monsieur Achecha, vous avez aussi mentionné le défi de la création, des procédures de création de la start-up. Vous avez même cité un pays où on crée une start-up en 15 minutes et chez nous, c'est en termes de mois et de mois. Quelles sont les solutions selon vous? Est-ce qu'il ne faut pas créer un guichet unique pour simplifier les choses pour les jeunes entrepreneurs? Quelles sont les solutions, monsieur Achecha? Oui, premièrement, je tiens à apporter quelques définitions, parce qu'aujourd'hui, nous avons des startups, mais nous avons des micro-entreprises et des startups. La micro-entreprise, elle est définie à travers la loi 1702, qui ne prévoit pas une micro-entreprise, mais qui parle de la très petite entreprise. Donc en Algérie, on définit la TPE, la petite entreprise, la moyenne entreprise. Donc suivant 3 critères essentiels qui sont le nombre d'employés, le total bilan, chiffre d'affaires et la dépendance. Si vous êtes filiale d'une grande entreprise, vous n'êtes pas considéré comme micro-entreprise. Donc la TPE, toute entreprise qui emploie moins de 9 employés, qui a un total bilan inférieur à 20 millions de dinars et un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions de dinars. La start-up, elle a une autre définition. Donc la start-up, elle a d'autres caractéristiques, mais la caractéristique essentielle d'une start-up, c'est qu'elle opère déjà dans un domaine de l'innovation, et puis elle a une croissance exponentielle. Elle est scalable et une croissance exponentielle. Donc pour nous, NASDA, elle finance bien évidemment les micro-entreprises, mais elle ne voit pas d'inconvénient à financer des start-up si c'est nécessaire. Maintenant, pour revenir à la question de délai de création d'une micro-entreprise, disons que pour NASDA, moi je considère que c'est le premier défi essentiel. Absolument. C'est vraiment le premier défi. Le guichet unique,
c'est vraiment une solution, disons, efficace parce que ça a été quand même testé dans plusieurs pays, ça a marché. Oui. Dernièrement, il y a l'expérience il y a l'annonce qui a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, c'est une démarche auquel nous avons donc, participé parce que NESDA, c'est l'acteur, disons, principal de ce projet de guichet unique. Donc, nous sommes présents à travers Donc, l'accompagnement, le financement, etc. Il est question de créer un guichet unique, M. Achecha? Oui, ça a été créé déjà ça fait pour 2 la jours. NESDA. Ça fait 2 jours dans 2 les jours. universités. Oui, D'accord. l'annonce a été faite depuis 2 jours par le monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, un guichet unique pour les porteurs de projets issus des universités. Maintenant, il reste à généraliser ça pour les diplômés de la formation professionnelle et autres écoles spécialisées. Mais pour le moment, le guichet a été créé au niveau de l'université, mais comme phase 1, donc nous avons choisi 3 wilayas pilotes où ce guichet unique sera déployé pendant 1 année. Après, ça sera généralisé sur toutes les universités, dans toutes les wilayas. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'on peut savoir combien de jeunes issus de la formation professionnelle se sont adressés à vous, M. Nesda? Monsieur pardon, c'est Achecha, oui. Actuellement, avant, comme je vous ai dit, dans le bilan de l'ANSEJ, 11% universitaire, 32% formation professionnelle, nous sommes à 50-50. Pour la simple raison, actuellement, dans le bilan de NESDA, nous sommes à 50-50%. Pour la simple raison, c'est que nous avons déjà commencé par l'enseignement supérieur, parce que nous avons lancé en janvier l'enseignement supérieur, mais la formation professionnelle, nous avons lancé le dispositif uniquement au mois de juin dernier, juin 2025. Donc 50% pour l'université et 50% pour la formation professionnelle. Mais on verra comment l'exercice 2026, comment ces chiffres vont évoluer. Est-ce que les sans diplômes peuvent venir chez vous? Ce qui exige, c'est une qualification. Une qualification, ça veut dire une maîtrise du projet. C'est ça ce qu'on exige. Justement, je rebondis sur ça, parce qu'il y a eu, je porte à vous une contrainte citée par des jeunes. Ils bénéficient de la formation et quand ils vont créer leur projet, vous leur exigez d'être spécialistes dans la fonction, le projet qu'ils vont... Et ce n'est pas évident. Est-ce qu'il est question de changer un petit peu ce mécanisme? D'accord. D'abord, dans l'approche économique que nous avons adoptée depuis 1 année, ce qu'on exige, c'est l'adéquation aux ressources du projet et nature du projet. Donc, on exige la maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire un projet, il faut qu'il démontre au comité au CSVF, comité de sélection et de validation des projets, qu'il maîtrise son activité. Mais avant cela, il faut déjà qu'il démontre ça aux équipes de NESDA. Maîtriser un projet, ça veut dire soit qu'il est spécialiste dans le domaine, soit qu'il a les ressources nécessaires pour assurer la maîtrise. Par ressources nécessaires, il faut entendre, il peut faire appel à une autre compétence. C'est parce que les agences Tawacom n'expliquent pas ça aux jeunes, monsieur Achecha. Oui, disons que la conduite du changement, ça demande parfois du temps. La relance du dispositif a été faite il y a 1 année. Et je suis conscient que dans certaines agences wilaya, l'information n'est pas aussi claire que ça. Ça fait partie des contraintes qu'il faut lever. Oui. Disons que la conduite du changement que nous sommes en train de mener, c'est justement de former et reformer les équipes Tawana. Encore une fois, c'est des équipes qui ont fonctionné avec un mindset pendant 28 ans, avec une approche purement administrative. Donc ce qui regarde, c'est beaucoup plus les diplômes, etc. Ce n'est pas vraiment la maîtrise du projet. Donc, il faut savoir que la direction de la formation, pour dire, il y a un plan de formation qui a été fait pour accompagner ce changement. Et les équipes, notamment les analystes projets, les évaluateurs projets, analystes financiers que nous avons mis en place au niveau des wilayas, sont constamment en formation pour changer ce mindset. Peut-être qu'une année n'était pas suffisante, on attendra 2026. Mais j'insiste sur un point, c'est que ce qu'on demande, c'est l'adéquation en projet. Et ce n'est pas une spécialisation moyennant un diplôme, etc. Il faut qu'on démontre qu'on maîtrise l'activité qu'on veut financer. C'est tout. Parce qu'il y a certaines agences qui sont réellement en retard, parce qu'il y a des jeunes qui se présentent, on leur demande une spécialisation, et on leur demande de faire la spécialisation chez le public, pas chez le privé. Et ça existe réellement. Il y a des jeunes qui se plaignent de ça, M. Achecha. Oui, c'est pour ça que nous avons mis en place un service qualité pour recevoir les doléances et agir au cas par cas. C'est des cas sur lesquels nous devons agir, effectivement. On prend des questions, si vous l'accueillez. Non? Oui, allez-y. Je rebondis sur la même ordre d'idée concernant les diplômes. Oui.
vous avez raison. Concernant les diplômes et la reconnaissance de la compétence et la diaspora, les enfants qui rentrent et qui viennent et qui sont diplômés à l'étranger, et les équivalences sont un peu lourdes au niveau de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle. C'est très très lourd. Et alors, comme vous avez parlé de simplification, qui est très très bien, je voudrais savoir quelle est l'orientation qui peut être donnée pour ces jeunes-là pour que ce soit plus facile. Ce sont des compétences, il y a des compétences bien sûr, ici comme là-bas. Et je voudrais savoir quel est l'intérêt, comment ça se passe pour l'instant. Il y en a quelques-uns qui sont venus et qui ont des difficultés. Ils ont fait même les stages de CDE, les 3 semaines. Ils n'ont pas encore leur diplôme parce qu'ils sont diplômés à l'étranger. Ils n'ont pas le diplôme CDE. On ne sait pas quoi faire. Je voudrais savoir comment allez-vous procéder. Merci. Merci. Donc effectivement, la diaspora, pour nous, c'est vraiment un axe stratégique pour l'agence. Quand on a lancé le programme Taoutin, l'objectif étant de domicilier des produits actuellement importés, mais également des conditions des Algériens qui sont à l'étranger, mais qu'on aimerait bien ramener ici pour créer des entreprises. Donc le Sud en ligne répond à cette problématique, partiellement. Maintenant, la problématique précise que vous posez, effectivement, nous avons vu quelques cas dernièrement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'il faut savoir que le SUDIE créé au sein des universités, c'est un service commun, donc régi par des textes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et il considère que pour délivrer attestation CDE suivant la formation, il faut avoir déjà l'équivalence, etc. Nous avons contacté le ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à ça pour dire que ce qu'on existe, ce n'est pas l'équivalence. L'équivalence, c'est pour faire autre chose, mais pas pour faire une entreprise. Et je pense qu'ils sont conscients de ça. Donc, pour l'instant, encore une fois, si nous avons quelques cas, il y a 2 cas qui ont été portés à ma connaissance. Nous avons donc intervenu auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour régler les problématiques. Encore une fois, ce que nous demandons, et nous avons écrit ça, donc nous avons fait un courrier dans ce sens, que pour nous, l'équivalence, ce n'est pas une exigence pour créer une entreprise. Le plus important, c'est que la maîtrise du projet. Après, il faut démontrer la maîtrise du projet, pas l'équivalence. Et moi, je pense que pour faire ça, ce n'est pas vraiment un souci pour nous, parce que s'ils veulent suivre la formation CDE en ligne, le programme sera réglé définitivement, parce que sinon, qui délivriront l'attestation finalement. Donc, une formation en ligne qui sera lancée dans 15 jours, vous pouvez suivre et nous pouvons délivrer directement l'attestation. Et puis également, ou bien suivre une formation, si vous voulez, présentielle au niveau du institut de la formation professionnelle. Donc, il y a vraiment le choix. Formation professionnelle, enseignement supérieur et CDE en ligne. Il faut savoir que dans ce projet de réforme, CDE pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait 1 année que nous avons mis en place le CDE de façon vraiment opérationnelle. Il y a quelques cas qui se présentent, on est en train de les régler. Donc, des cas exceptionnels, on est en train de les régler. Mais effectivement, je confirme le cas TACOM. Donc, les cadres, ils sont là pour prendre en charge les cas. Mais je vous assure, ce n'est pas vraiment un obstacle. Ce n'est pas du tout un obstacle, non. Bien, merci. D'autres questions? Apparemment, M. Achecha, il y a beaucoup de contraintes, on le voit. Et quelles sont les réformes que vous voyez venir pour régler pour trouver une solution à toutes ces contraintes? Est-ce qu'il y a des réformes que vous envisagez? Oui, je pense que parfois il faut traiter. Il y a effectivement des contraintes, mais parfois il y a des contraintes qui sont liées. Et pour régler plusieurs problèmes à la fois, il faut régler la cause racine en quelque sorte. Et je pense que la cause racine sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est de séparer en matière de gouvernance entre l'accompagnement, le financement et le schéma de garantie, l'exécution. Je pense que si on va faire atteindre cette réforme qui est en cours, moi je pense que pas mal de problèmes pourront être réglés quand même, notamment la problématique, comme je vous ai dit, à la foncier industriel et la simplification des procédures qui sont pour moi les 2 contraintes vraiment majeures. La contrainte liée au financement, moi je pense que si on donne le financement aux banques, je pense que la problématique sera réglée, parce qu'aujourd'hui, une micro-entreprise elle sera considérée un client parmi d'autres pour une banque. Donc elle pourra avoir accès au financement de l'investissement, au financement de l'exploitation
au financement de trésorerie, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc si on change le schéma de gouvernance tel que nous avons proposé, moi je pense qu'on pourra quand même régler les problématiques dont nous avons parlé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'ai compris. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Achecha, pour quelles sont vos ambitions, votre vision pour l'avenir? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y. Ah. 2011. D'accord. 2011, il y avait le problème d'abord sécuritaire, le chômage, il ne calculait pas. Ne cherchez pas l'opportunité d'abord au niveau, le diplôme. Transporteur, restaurateur, des céréales, des supérieures, n'importe quoi. Les enfants, ils cherchaient les pas. C'est quoi le problème? Allez-y. Le problème de votre fille, c'est quoi exactement? Bon, plus il y avait aussi des intérêts. Les intérêts, au démarrage, il y avait des intérêts. La plupart des jeunes, plus jeunes. Personnellement, j'ai vu que ma fille a été un peu pour déposer un dossier entre les services, entre la banque. Comme tous les jeunes. Oui. 3 ans. Il a pris une décision d'enlever les intérêts. Donc, moi, elle a les intérêts. Allez, Les intérêts. En 2017, il a déposé un dossier comme agence de voyage. Au niveau de Il parle de l'enseigne. Oui. au niveau de l'enseigne, جاتهم تخلعوا مرات agence de voyage. موظفين transport XX, des activités 300 يربح. Elle a souffert pendant 3 ans pour avoir le financement. 19 de la Covid. Elle a signé en 2017, 19 à Taoula, l'accord pour commencer à travailler. Pour trouver un local, l'agrément ministériel. C'est un autre bataille. C'est pour ça que le chef, il a raison de créer un guichet unique. Plus les dossiers qui sont en souffrance depuis des années. Est-ce que vous gérez les dossiers de l'enseigne, monsieur Achecha? Est-ce que la NESDAP peut gérer les dossiers de l'enseigne? Oui. Nous Très gérons bien. dans ce sens. Très bien. J'ai peut-être commencé à remonter. Avant 2001, il y avait une convention entre l'enseigne et la banque pour les entreprises en difficulté. Mais elle a été la première vite pour commencer à remonter. C'était en plein Covid. Heureusement, on a fait. Des échéances pour la banque, toi, cette banque-là. Bon, je vais vous arrêter. Esmahli. On va donner le mot de la fin, monsieur Achecha, et vous allez poser votre problème juste après. Monsieur Achecha, tfaddal. Vous allez poser votre problème après, parce que c'est un problème personnel, monsieur. Non, ce n'est pas personnel. Je termine, madame. Je vais répondre de façon générale. Je termine, madame. D'accord. Allez-y plus vite alors, s'il vous plaît. Allez-y vite, oui. En ce moment, elle a presque plusieurs millions comme intérêt à jour, frais financiers. C'est clair. La question est claire. Elle est claire. Très bien. Vous répondez? Donc, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle rentre dans le nouveau programme? Bien sûr. Je vais répondre. خلاص روح. عندنا beaucoup de cas, ماشي غير لو كا تاعك. عندنا beaucoup de cas. Effectivement. شوف هدرت قبيل على حاجه pour moi elle est très intéressante dans notre projet تاع Small Business Act, c'est que le coût de l'échec il doit être encadré et bien géré. Effectivement, actuellement le coût de l'échec il est un peu élevé. Dans l'enseigne. Le coût de l'échec. Je mets un coût de l'échec, quand on échoue, voilà. C'est quelles sont les conséquences. Oui. Le coût de l'échec. Actuellement, c'est vrai que quand on réussit, nous avons des taux d'intérêt bonifiés, donc on ne paye pas d'intérêt. Quand on est un bon élève, on ne paye rien du tout. Donc on rembourse juste le capital sur 2 ans, qui est vraiment une particularité algérienne, c'est beaucoup d'avantages. Mais quand on échoue, effectivement, il y a des intérêts, des agios, etc. Donc le coût de l'échec il est énorme. Nous travaillons avec la BEF pour que les gens qui n'arrivent pas à payer, justement, que les intérêts, les pénalités, etc. soient... Le compte est bloqué. Alors,
Parce qu'elle n'a pas remboursé. Non, pas que ça n'a pas remboursé. La Elle n'a pas payé. La gestion des comptes, elle n'est pas ماشي تبع الناس دولة مع لي بنك كاينه كونفونسيون بيناتنا بين الناس دا سي كونفونسيون تي بارتي جوستومون يعني قلت لك اكطويلمون ايفيكتيفمون لي جون كي ايشو دونك مالوروزمون لا كونفونسيون راهي تمشي هكذا كونت يا ان ايشيك يا ابليكاسيون دي بينالتي دو روتار اي دي زانتيري si elle n'a pas payé, pour nous, c'est un défaut de paiement. C'est un défaut de paiement. C'est un défaut de paiement et application intérieure. Là, actuellement, la procédure, la convention. Je suis d'accord. Il va répondre de manière générale, pas personnelle, monsieur. Il répond de manière générale. Monsieur, la même période, qu'il y a une convention de retraitement des créances qui a été faite pour effacement de les gens, on leur a ouvert la plateforme pour s'inscrire et bénéficier de tout ce qui est donc effacement des pénalités, etc. Je ne sais pas si votre fille a fait ça ou pas, je ne sais pas. Mais il y avait une solution à l'époque qui a été faite et je vous garantis une chose, c'est que la même solution elle sera conduite pour 2026. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait à la BEF. Donc on va prendre en charge le cas, نشوفوا les détails تاع le cas ونشوفوا. Mais نقول لك الناس هذو اللي كان عندهم ديفو دو بايمون واللي يلقاو روحهم فيك دي زانتيري دي بينالتي روتار يا ان ترافاي كي سوفي مع لا بيف بور فير بور بروندر اون شارج لو كا تاع هذوك ايفاسمون دي زانتيري ايفاسمون دي بيناليتي سي ان ترافاي كي سوفي مع لاسوسياسيون دي بونك ايتابليسمون فينونسي بور 2026 Donc, ce qui a été fait en 2022, ça va être reconduit en 2026. C'est la réponse que j'ai. Maintenant, par rapport aux difficultés de démarrage, je vous dis une chose, c'est que actuellement, c'est vrai qu'au démarrage, ils prennent du temps parce que les procédures sont... Mais c'est que le marché algérien, honnêtement, c'est parmi les marchés les plus porteurs. في البيزنس يقول لك créer une entreprise c'est comme une roue. في الديمارة c'est très difficile de la faire bouger mais après il faut qu'elle commence. Donc nous avons quand même des exemples de réussite. عندنا اليوم des gens اللي بداو il faut pas voir le côté عندنا des gens اللي بداو avec 2 3 employés اللي راهم اليوم 600 employés. نعطيكم des cas اللي 600 400 250 la dernière femme entrepreneur qui a été consacrée en Belgique بدات معنا en 2021. Donc, اليوم avec 250 employés. Donc, il y a quand même des exemples, beaucoup d'exemples de réussite. C'est vrai que nous avons quelques contraintes, mais nous avons beaucoup d'exemples de réussite. Donc, parfois, il faut persévérer au démarrage, parce que le marché algérien, il est vraiment porteur, notamment avec la situation actuelle, où avec la rationalisation des importations, ça crée beaucoup d'opportunités, et on voit beaucoup de gens qui en profitent. Pour le produit local, oui. Encore une dernière question, allez-y. Allez-y, madame. Et vous dire que nous sommes là en tant que société civile et association pour soutenir, écouter et répondre, parce que dans la rue, moi on m'arrête, on me dit voilà j'ai mon dossier, hakda, c'est mon devoir en tant que femme algérienne, en tant que société civile, pour essayer d'aider ces jeunes. C'est vrai qu'ils ont des fois des comment on dit, des blocages, mais je ne dis pas que ça provient de... Inch'Allah, bitawfiq. On est avec vous et si vous avez besoin de nous, on est là. Merci. Et merci à Moujeh. Merci. Un dernier mot, M. Hachechai. Donc voilà, donc à NESDA, nous avons comme obligation, bien comme devoir, de bâtir l'avenir déjà. Suivant un modèle complètement différent, mais également, effectivement, nous avons un passif que nous devons gérer. Absolument. Nous sommes conscients de ça. Et sur le plan organisationnel, c'est ce que nous avons fait. Dans la nouvelle organisation, nous avons séparé de problèmes. Donc, des directions qui s'occupent du futur et à définir le nouveau modèle économique. Et effectivement, une direction qui prend en charge le passif de l'ancien avec toutes les difficultés que nous avions à l'époque. Donc, nous avons, Lyon, par exemple, en matière de recouvrement, mis en place une procédure qui donne quand même des richements sur 10 ans. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à payer, on donne des exigences de paiement, des richements sur 10 ans, parce qu'on considère que, quand même, c'est un modèle économique, effectivement, mais en cas d'échec, ça devient du social, parce qu'il faut gérer les capacités de remboursement des gens, etc. Pour le mot de la fin, moi, j'aimerais bien que la NAD, que NESDA, donc, puisse vraiment faire aboutir donc son programme pour répondre aux différents défis. Donc, on aimerait bien on espère en tout cas que les micro-zones d'activité soient gérées suivant une approche globale de spécialisation territoriale ou bien de parc industriel de manière
à faciliter la mission pour nous de créer des micro-entreprises résilientes et connectées aux chaînes de valeur nationale. Et voilà, et on aimerait bien aussi avoir que les autres départements ministériels nous donnent coordonnent avec notre, bien sûr avec notre ministère tutelle de manière à rendre le chemin de création de la micro-entreprise le plus court possible, parce que c'est vraiment quelque chose de vital pour le sort des micro-entreprises en Algérie. Est-ce que vous interpellez à la création d'un guichet unique pour tous les projets de... Effectivement, c'est notre objectif, c'est un Small Business Act qui prévoit entre autres un guichet unique, des micro-zones donc, connectées aux grandes zones industrielles et des procédures très simplifiées en matière de création de micro-entreprises. Et encore une fois, je pense que la philosophie en matière de législation, c'est think small first. C'est très important avant donc, toute nouvelle réglementation en considération. Donc, l'impact sur la micro-entreprise, parce que c'est des entités fragiles. Donc, les micro-entreprises, on les considère comme étant les enfants de Nesda. Voilà. Merci, M. Hachechai. Bon courage pour la suite. Merci à vous.